Le principe de ce document, des documents InDesign, on peut en faire de plein de manières différentes, mais le principe du document ici, c'est que nous avons des gabarits, des modèles de pages qui se présentent différemment. On a ici un gabarit avec 3 colonnes par page, donc c'est un document double page, bien sûr, page de gauche, page de droite. Autre gabarit avec 4 colonnes. En fusionnant les colonnes 2 par 2, ça peut être des pages à 2 colonnes, vous comprenez, hein. Si je fusionne la colonne 1 et la 2, et si je fusionne ensemble la 3 et la 4, j'obtiens une page à 2 colonnes. Voilà. Ici, c'est juste une des pages du document qui a été travaillée et elle a été envoyée en tant que page modèle pour pouvoir être réutilisée. Par exemple, si chaque mois je fais un article différent sur un sujet différent, mais que la structure des 2 pages doit rester la même, je vais juste me servir de ça et remplacer les images et le texte et les titres, mais en tout cas, ça ira très vite pour faire la mise en page. C'est ça l'idée, de prendre des pages qu'on a faites dans le document, là, et de les transformer en un gabarit par une fonction. D'abord, il faut activer les 2 pages, ne le faites pas, je vous montre, hein, pour ceux qui seraient curieux. C'est une fonction qui fonctionne comme ça. On doit activer les 2 pages dans le cas d'un document double page, parce qu'on ne peut pas envoyer une seule des pages gauche ou droite en tant que gabarit. Ensuite, dans le menu de la palette de pages, c'est dans le sous-menu Master Pages, c'est enregistré en tant que gabarit, Save as Master. C'est comme ça que ce gabarit se retrouve là, alors qu'il est quand même particulier par rapport aux autres, il est complètement différent. Voilà pourquoi. Bien. Alors on va faire un petit boulot où on va faire une mise en page rapide, parce que ceci vous permet, et là je vais enclencher l'aperçu dans le bas de la palette des outils, pour voir un peu ce que ça donnera à la sortie, que ce soit une sortie pour papier, mais également, et c'est pour ça qu'on a fait ça avec des images RVB et des couleurs RVB, ça peut aussi servir pour faire un magazine interactif à lire sur tablette ou sur smartphone. InDesign sait faire ça, surtout quand on lui ajoute des modules genre Twixel, Aquafadas, DPS de Adobe. Enfin, il y a plein de solutions, une dizaine de solutions pour arriver à faire des applications, des magazines interactifs pour tablette au départ de InDesign, mais il faut généralement ajouter quelque chose. Et donc voilà, vous voyez que c'est un look quand même relativement professionnel, bien qu'on n'a pas fait grand-chose encore là-dessus, hein, sur ces pages-là. On a juste mis des colonnes de texte, on n'a pas travaillé encore la typographie. On a juste mis des images, on ne les a même pas fait déborder jusqu'au bord des pages, ce qui, ceci dit en passant, est vraiment une astuce pour donner un look professionnel à vos documents, c'est de mettre les éléments, que ce soit des couleurs comme on a ici, des blocs couleurs, les faire aller jusqu'au bord des pages. Les images aussi, mais on n'a pas encore fait ça donc dans ce document. Les images, les faire aller jusqu'au bord des pages, c'est vraiment, ça donne vraiment un look professionnel à vos documents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que chez l'imprimeur que vous arriverez à imprimer jusqu'au bord des pages. Les photocopieuses interfacées dans les copies services, en général, n'impriment pas jusqu'au bord des pages. Et donc on a toujours un bord blanc, et donc c'est toujours un côté un peu amateur. Voilà. Si l'imprimeur arrive à imprimer jusqu'au bord des pages, en réalité, c'est pas ça. C'est parce qu'il imprime sur des grandes feuilles, puis il coupe. Il coupe. Il y a un système qu'on appelle le fond perdu. Ok, donc une des choses qu'on fera, c'est aller mettre sur les pages ici qui n'ont pas encore été travaillées, aller mettre du texte, du faux texte d'ailleurs, parce que si vous zoomez sur les pages qui existent déjà, vous voyez que c'est du faux texte qui a été inséré juste pour concevoir la mise en page, et puis après on peut mettre du vrai texte qui vient du web ou que vous avez tapé vous-même, un truc du domaine public, hein. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel texte qui vient du web, évidemment. Si ça vient de Wikipédia, ça va, mais si ça vient d'un auteur, vous ne pouvez pas. Ça, c'est l'évidence. Donc c'est ce qu'on fera, on mettra du texte et on va mettre des images, et on va faire une mise en page en faisant déborder les images cette fois-ci et on va aussi faire de l'habillage de texte, c'est-à-dire faire en sorte que le texte tourne autour d'une image qu'on a préparée dans Photoshop.
On va aussi faire en sorte que les images JPEG qu'on utilise, à un certain moment, on va demander à InDesign de nous les transformer en PSD. À InDesign et Photoshop de nous les transformer automatiquement en PSD. Vous allez voir qu'on a vraiment intérêt à utiliser des images PSD, le format Photoshop dans InDesign, au lieu du format JPEG qui est actuellement utilisé. Voilà. Puisque actuellement, c'est un format JPEG qui est utilisé. Parce que je n'avais pas les finances pour aller faire un safari, photographier des crocodiles pendant 6 semaines. Donc, et même pour le zoo, j'ai demandé au patron, il n'y avait pas le financement pour aller quelques jours au zoo photographier des crocos. Donc voilà, le web c'est intéressant dans ce cas-là. C'est pas interdit d'utiliser des images du web tant qu'elles sont dans le domaine public, que l'auteur ne conserve pas les droits sur l'image qu'il a mise sur le web. Typiquement, moi j'utilise Google pour chercher des images. Et voilà, et je tape en général les mots en anglais, parce que c'est toujours mieux, il y a quand même plus d'images qui sont indexées en anglais qu'en français. N'allez pas sur Google parce que vous allez voir que ça ne va pas marcher. Donc je vous montre ma procédure à moi, je tape en anglais, je vais sur le mot image. Ici, à cet endroit-ci, dans les outils, je demande déjà plus d'outils, je demande d'afficher les tailles. Donc ça me montre la quoi. Il y en a qui savent comment ça s'appelle, ceci. Là, je ne vous entends pas. Alors ceux qui disent que c'est la résolution, en général, c'est la réponse qu'on donne. C'est oui, la taille. Le mot taille en infographie, ça définit 4 choses pour une image. Ça peut être la taille du fichier, ça peut être la résolution, ça peut être ce qu'on a ici, la définition. Voilà. Ça peut être aussi la dimension en centimètres. Et encore une chose, ça peut aussi être la profondeur de pixels. Est-ce qu'on a des pixels avec beaucoup d'informations? Est-ce qu'on a du 8 bits, du 16 bits, du 32 bits? Donc la taille, c'est un terme générique, taille des images. Donc en fait, voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ceci n'est pas la résolution. C'est ce qu'on appelle la définition. La résolution, c'est une notion qui n'intervient que dans le monde de l'impression. Ça indique, tiens, sur le papier, sur une distance d'1 pouce, parce qu'on parle en résolution par pouce, sur une distance de 2,54 cm, 1 pouce, j'ai autant de pixels de l'image qui est utilisé pour recréer l'image sur le papier avec de l'encre. Ici, c'est vraiment la définition. Alors, la suite, ce que je fais d'habitude après avoir affiché les tailles, je demande quand même de voir si par hasard, je ne pourrais pas avoir des bonnes images avec plus de pixels. Si je veux faire des grandes images sur mes mises en page, j'ai intérêt à demander supérieur à 4 millions de pixels. Quand je multiplie 2272 fois 1704, j'obtiens plus de 4 millions de pixels. Ou alors 8 millions de pixels quand je multiplie 3264 fois 2448, etc. Évidemment, plus je monte, moins j'ai de résultats. Voilà. Et alors, quand je vois une image, oui, d'abord celle-là, c'est pas certain qu'elle soit du domaine public, au fait. Il faut aussi régler les droits d'usage. Il faut que je prenne des images que j'ai le droit de réutiliser et de modifier. Si je recadre une image dans la mise en page, c'est une modification. Donc, il ne faut pas prendre juste réutilisation autorisée. Il faut prendre réutilisation et modification autorisée. Ne faites pas ça, ça ne va pas marcher. Je vous montre juste dans Google. Et je vous dirai pourquoi ça ne va pas marcher chez vous. Voilà. Ou alors, à la place des droits d'usage, là, je peux aussi indiquer public domaine, entre guillemets. Dans tous les cas, si je fais un travail sérieux, il faut que je vérifie... Elle a un peu trop bouffé, celle-là. Il faut que je vérifie si les images, vraiment sur la page web qui contient l'image, si l'image est réellement du domaine public, si j'ai le droit de l'utiliser. Alors pourquoi ça ne va pas marcher chez vous? Je vous montre pourquoi. Parce que depuis quelques mois, depuis 1 an à peu près, Google a retiré le bouton qui permet de voir l'image en haute définition. Parce qu'ils ont eu des problèmes avec une banque d'images qui s'appelle Getty, qui leur a dit ça ne va pas, les gens peuvent voir les images en haute définition, ça ne va rien. Alors, la méthode que moi j'utilise, j'ai ajouté à mon navigateur Firefox, et j'ai fait la même chose aussi dans mon navigateur Chrome, j'ai ajouté une extension qui permet, quand je clique sur une image, d'afficher l'image en haute définition.
Une extension allemande, tout le monde l'aurait deviné. Ça veut dire aller chercher l'image. Bon, vous ne l'avez pas. Donc pour afficher l'image haute définition, ça ne va pas aller. Vous allez juste avoir l'image en basse définition. Ça ne va pas le faire. Donc ce que vous allez faire, c'est utiliser un autre moteur de recherche d'images. Et il se trouve que le moteur Bing, par exemple, il a toujours ce bouton qui permet d'afficher les images en haute définition. Donc ça va être mieux. Voilà. Et en fait, dans Bing, ça va être le même principe que dans Google, en fait. Voilà, dans Bing, par exemple, je recommence la même recherche. Bon, il n'est pas certain que ça donne les mêmes résultats que Google, évidemment. Le système d'indexation n'est pas le même. Je vais ici taper, entre guillemets, public domaine. Je vais dans la partie images. Donc ça, vous pouvez le faire dans Bing. Et quand je clique sur une image, j'ai la possibilité ici de demander afficher l'image. Et normalement, ça m'affiche l'image en haute définition, sauf que j'ai oublié un truc. Je vais fermer ça, j'ai oublié de demander des images supérieures à 4 mégapixels, par exemple. Bon, voilà, taille d'image, je vais demander au moins, au moins 1500 sur 1500. Voilà, c'est 3 mégapixels, mais ça va le faire. Voilà. Ah, elle a l'air féroce, cette hyène, c'est incroyable. On retrouve toujours notre taille mannequin qui est là. Voilà. Voilà, donc je clique sur l'image, afficher l'image. Bon, ça marche pas, il y a un petit problème là, avec ce site-là, mais c'est pas grave, je vais essayer d'autres. Alors, si ça vient de Wikipédia, c'est forcément du domaine public. Vous n'avez pas à vous poser la question, celle-là vient de Wikipédia, j'avais vu sur la page de Bing, ça vient de Wikipédia, c'est forcément du domaine public. Alors, je vais vous demander d'aller chercher n'importe quel sujet que vous voulez, pas nécessairement des hyènes, parce que ce sont quand même des animaux assez dégueulasses, et je peux comprendre que ça ne vous plaise pas. Mais en tout cas, voilà, allez chercher 5 images haute définition, et vous faites un clic droit, enregistrer l'image sous, et vous allez l'enregistrer. Ben, écoutez, on va utiliser dans un premier temps notre dossier d'assemblage qui est là. Ne confondez pas avec votre dossier d'assemblage zippé. D'ailleurs, ce serait une bonne idée de supprimer le zip du disque dur de Windows. Et vous allez l'enregistrer spécifiquement dans le dossier Links, le dossier des liens. Alors, il n'est pas interdit de renommer le nom, parce que c'est fort long. Et voilà. En tout cas, pour un document, un PDF interactif ou un magazine interactif, les noms trop longs, c'est supérieur à 32 caractères, c'est vraiment source de problème. Donc, alors, concernant les noms, c'est toujours une bonne idée de donner un nom qui ne commence pas par un numéro, qui n'a pas d'espace, mais plutôt qui utilise des underscores ou des tirets, et qui ne fait pas plus de 32 caractères et qui n'a pas d'accent. Pas d'accent. Donc voilà, c'est la règle pour être certain que vos noms passent partout, sans problème. Ah tiens, j'ai enregistré l'image alors qu'elle est composée de numéros. Il faudra peut-être que j'aille renommer ça, mais bon, ça marche. Tant que vous ne faites pas de l'interactivité, que vous ne mettez pas les images sur un serveur, voilà, ça peut quand même si le nom n'est pas WebSafe. Bon voilà, finalement j'ai pris autre chose que des hyènes aussi, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est d'avoir des images pour pouvoir les placer dans le document, et principalement quand même des images qui montrent un sujet, plutôt pas une image d'un paysage où on ne peut se raccrocher à rien, mais une image avec un sujet, parce que ça nous pose plus de problèmes quand on doit faire une mise en page avec des images de sujet, puisqu'il faut
à la fois arriver à voir bien la tête du sujet, mais malgré tout, il faut quand même voir ce que c'est, donc il faut parfois recadrer. C'est parfois pas facile parce que, voilà, tandis qu'un paysage, c'est un peu trop facile. Bien sûr, vous utilisez des images de paysage dans vos mises en page si vous voulez, mais je veux dire, pour l'exercice ici, d'avoir un sujet, c'est bien. Alors voilà, dans votre document, vous allez travailler par exemple sur les pages 6 et 7. Vous allez double-cliquer. Quoique, ce serait intéressant parce qu'on a déjà plein d'images, plein de pages, je veux dire, avec des... basées sur 3 colonnes. Oui, allons-y pour le 6 et 7, c'est bien. Donc, comme dans tous les logiciels Adobe, vous avez la roulette pour Alt roulette pour zoomer en avant, en arrière. Vous avez la barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre. Si jamais ça foire, que vous n'arrivez pas à afficher la page comme il faut sur l'écran, vous avez le double-clic sur la main dans la palette des outils qui va recentrer, comme dans tous les logiciels Adobe, ça va remettre ce que vous voulez voir, ça va le mettre au centre de la fenêtre, le double-clic sur la main dans la palette des outils. Je pense qu'avec ça, vous êtes sauvé pour zoomer en avant, en arrière, bouger l'image dans sa fenêtre avec la barre d'espacement, double-clic sur la main pour recentrer. Alors évidemment, si votre roulette de souris ne fonctionne pas, il faudra utiliser les raccourcis clavier qui sont sur le PC, barre d'espacement contrôle, sur le Mac, barre d'espacement commande. Ça, c'est pour la loupe positive qu'on clique pendant qu'on a barre d'espacement contrôle sur le PC, barre d'espacement commande sur le Mac. Et pour la loupe négative, ça va être barre d'espacement contrôle Alt sur le PC, barre d'espacement commande Alt sur le Mac. Donc voilà, pour le cas où votre souris a une roulette un peu malade, vous avez les raccourcis qui fonctionne de toute façon aussi dans tous les autres logiciels Adobe. Bien, je vais travailler sur la page de gauche, la page 6. Donc, il est bien indiqué 6 en bas à gauche de votre fenêtre de document. Vous êtes en train de voir la page 6. On va mettre 3 images. 3 images dans la colonne de droite de la page 6. Et donc pour faire ça, je dois être en affichage normal, je dois voir les repères comme il faut. Je vais aller voir la palette des calques, parce que les repères sont sur des calques pour eux. Et les blocs roses, là, qui vont contenir des images ou du texte, sont sur leur calque à eux aussi. Donc vous allez dans le menu Window, Layers, Fenêtre, Calque. Oui. Donc on a un calque, le calque d'origine du document, ça a été créé dans la version anglaise de InDesign au départ. Donc Layer 1. On a 3 calques de repères. Je peux renommer celui-là repère 1 en double-cliquant sur lui. Celui-là qui contient les éléments sur lesquels je travaille là, je peux le renommer, on va dire le calque pour les images et le texte, parce que pour l'instant, on garde les images et le texte sur le même calque. Ça a parfois de l'intérêt de les mettre chacun sur leur calque à eux. On a un calque pour les fonds. Ce sont les fonds colorés comme celui qu'il y avait sur la page qui existe là. Sur la page 3, on a un fond coloré qui a été mis à cet endroit-là. Et on fait un calque rien que pour lui aussi. Donc voilà la situation. Vous êtes en train de travailler sur le calque qui est celui-là, que vous avez renommé ou pas, je ne sais pas. Les autres sont verrouillés, on ne travaille pas sur eux. C'est parfait. Voilà. Donc, ben oui, on travaille dans la version anglaise de InDesign ici. Alors, je ne sais pas, il y en a que ça dérange peut-être qu'on travaille dans la version anglaise. Ils préféraient la version française. Eh bien, je tiens à remercier ces gens-là qui vont laisser du travail aux autres, puisque il y a quand même beaucoup plus de pays où on parle anglais que de pays où on parle français. Donc voilà, ceux qui veulent travailler uniquement dans les logiciels en version française vont être limités à la France,
le sud de la Belgique et quelques autres. Oui, il y a le Québec aussi, oui. Donc merci à eux. Et les autres, ben, tant mieux, parce que c'est très bien de connaître les logiciels, d'arriver à les utiliser dans les deux versions, anglaise ou française. C'est très bien. Dans les villes un peu cosmopolites où il y a plein de gens qui parlent différentes langues, ce sera d'office en anglais, hein. Donc voilà. Alors on y va. Vous allez prendre la flèche noire. Alors regardez, et puis vous allez faire après, ça va être assez simple. J'ai donc 6 rectangles ici. Je vais supprimer celui-là, celui-là et celui-là. Puis je vais cliquer sur celui-là, prendre la poignée là, l'agrandir. Celui-là aussi. Voilà, j'ai 3 zones. Ben oui, vous n'aviez pas cru qu'on allait mettre des images dans des rectangles allongés comme ça. Le principe, c'est que c'est modulaire comme ça. Si je veux 3 images dans ma colonne, ben je supprime les 3 rectangles et puis j'agrandis les autres. Si j'en veux 2, je supprime 4 rectangles et j'en agrandis 2. Si j'en veux un seul, j'en supprime 5 et j'agrandis le seul qui reste. Enfin, c'est le principe, quoi. Alors, je vais aller charger les images. On fait menu File, Place, menu Fichier, Importer dans la version anglaise, File, Place. Et vous allez dans le dossier où vous avez mis les images. Normalement, c'est le dossier Links de votre dossier d'assemblage. Voilà. Celles que je suis allé chercher aujourd'hui sont là. Clic, majuscule, clic. Vous pouvez même toutes les prendre si vous voulez. Et vous cliquez sur le bouton Open dans la boîte d'importation. Donc attention, parce qu'il y en a qui sont un peu distraits. On clique sur le bouton Open de la boîte d'importation, mais nous n'avons pas fait File Open. Ça, c'est uniquement quand on veut ouvrir un fichier InDesign. Là, on veut amener quelque chose. On l'importe, c'est File, Place, fichier importé. Et il se trouve qu'il y a un bouton Open qui aurait dû s'appeler Place ou Importer, mais c'est un peu foireux. Alors, voyons un peu ça. Vous avez 6 images dans le curseur. Vous pouvez les passer en revue avec les flèches sur le clavier. Les flèches gauche et droite sur le clavier vous permettent, dans un sens ou l'autre, de voir les images. Voilà. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà. Et quand vous avez choisi l'image qui vous botte, vous cliquez sur votre bloc rose et elle va dedans. Image suivante. Allez, ça, voilà. Image suivante. Ah, voilà. Ok, c'est bon, c'est dedans. Je peux activer la flèche noire dans la palette des outils et les autres images ne sont plus dans le curseur. Alors, vous avez remarqué que les images se sont redimensionnées automatiquement parce que les blocs roses qui sont dans les gabarits sont prévus pour redimensionner automatiquement les images qui arrivent dedans. Donc là, par exemple, je suis en train de travailler sur la page 6. La page 6, et elle utilise le gabarit B, comme c'est indiqué sur la page ici. Alors allons voir un peu dans le gabarit B, on va double-cliquer sur le gabarit B, il est là, gabarit B, qui au passage utilise le gabarit A, mais c'est pas très grave, c'est de la hiérarchie de gabarit, c'était pas prévu de le faire au départ d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt dans le cadre de ce document ici. Mais en tout cas voilà, je double-clique sur la page de gauche du gabarit B, voilà les blocs, il ne faut surtout pas les modifier parce que ça modifierait tout sur les pages du document. Mais en tout cas, ce que vous pourriez faire, c'est aller cliquer sur un des blocs ici et aller dans le menu Objet, Ajustement, Object Fitting, et aller voir qu'on a modifié ceci. Avant que les images arrivent dans les blocs, on a dit, tiens, quand une image arrive, elle doit remplir le bloc et garder ses proportions. Donc voilà l'explication. Pourquoi est-ce que quand on amène une image dans un bloc de la page 6, et là je retourne sur la page 6, je double-clique, pourquoi est-ce qu'elle se redimensionne toute seule? Ça ne fonctionnera pas toujours comme ça dans InDesign. Si vous faites vous-même vos blocs et que vous ne les avez pas pré-réglés pour qu'ils redimensionnent les images, ça ne va pas le faire. Alors bien sûr, on va redimensionner les images dans leur bloc.
parce que, bon, c'est intéressant de recadrer. Alors, avec la flèche noire, vous allez double-cliquer sur le bloc. Voilà, on voit que l'image a rempli le bloc, elle déborde un peu par la gauche et la droite, ou par le haut et le bas, ça dépend de votre image. En tout cas, voilà, elle est là. Il faut parfois zoomer en arrière pour voir le cadre brun de l'image. En double-cliquant sur le bloc, je suis au niveau du contenu du bloc. Je suis en train de modifier le contenu du bloc. Tout le monde voit son cadre brun. Donc, quand on est en train de travailler sur le bloc, et là, je clique à côté, et je clique une fois, les lignes sont bleues. C'est le conteneur, le bloc. Quand je double-clique ou que je clique là-dessus, je suis dans le contenu, les lignes sont brunes. Bien, alors je vais agrandir l'image dans son bloc. Donc le bloc ne va pas changer de dimension, mais l'image va s'agrandir. Et avant de faire ça, regardez un peu à propos de la résolution justement dont on parlait tout à l'heure. On va aller voir dans la palette des liens, menu fenêtre, menu window, links. Menu fenêtre, lien, window, links. Merci. OK. Donc, l'image sur laquelle on est en train de travailler là, elle est indiquée là. Et on a les informations en bas, il faut peut-être les déployer chez vous. Et alors, vous avez la résolution qui est pré-réglée dans le fichier. Avec Photoshop notamment, on peut indiquer quelle est la résolution d'une image, on peut pré-régler l'image. Et cette résolution est à 72 pixels par pouce. Donc quelqu'un qui n'y connaît rien en mise en page va se dire « Ah, voilà une image que je suis allé chercher sur le web, elle est en 72 pixels par pouce. Je suis allé en chercher plein d'autres sur le web, elles sont la plupart du temps en 72 pixels par pouce. Donc elles ne conviennent pas pour la mise en page. » Que nenni! Parce qu'on l'a redimensionnée, on l'a fait assez petite sur la mise en page, et les pixels se sont tassés, et la résolution que l'image a dans le document InDesign ici chez moi, c'est 894, donc on est largement au-dessus des 300 pixels par pouce nécessaires pour une impression chez un imprimeur, voire même des 150 pixels par pouce nécessaires pour l'impression d'une affiche en jet d'encre. Quand vous imprimez en jet d'encre, 150 pixels par pouce, c'est bon. Pour un imprimeur, on dit qu'en général, il faut 300. Donc voilà, ça c'est une première chose. Alors, je vais redimensionner l'image, je prends donc la flèche noire, j'enfonce la touche Alt et la touche majuscule. Pas la touche Caps Lock, c'est la touche majuscule. La touche Shift. Et en ayant ces deux touches Alt et majuscule enfoncées, je prends une poignée du coin et j'agrandis. Et ça s'agrandit par son centre. Donc je suis en train de peut-être rendre, ça a zippé un peu, je vais rezoomer. Je suis en train de rendre peut-être l'image un peu plus intéressante parce que j'avais beaucoup d'espace autour de mes deux bestioles, là, mes deux poneys, et voilà, en zoomant sur eux, comme ça, c'est bien. Mais si c'est des poneys, allez les caresser et vous verrez. Ok, donc l'image a été agrandie et qu'est-ce que... Ben voilà, maintenant les pixels sont moins tassés les uns sur les autres. Je suis à 521. Voilà, voilà. Donc c'est ça le principe, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Alors je vais travailler maintenant sur cette image-ci, je double-clique. Celle-là. Voilà, on voit qu'elle déborde par le haut et le bas. Toujours avec la flèche noire, je vais faire Alt majuscule, voilà. Alt majuscule. J'agrandis. Ah oui, au fait, j'étais à combien? Je n'ai pas regardé, je viens d'annuler. Je suis à 1023 pixels, résolution de 1023 pixels par pouce pour cette image. Même si, quand je l'ouvre dans Photoshop et que je regarde la résolution, il va m'indiquer que c'est du 72. Mais ça n'a pas d'importance. Donc j'agrandis avec Alt majuscule, comme ça les proportions sont gardées, c'est important. Si les proportions ne sont pas gardées, ça se verra à cet endroit-ci. Et ce sera aussi indiqué à cet endroit-là dans les informations de l'image. Au lieu d'avoir une dimension, vous en aurez deux. Enfin voilà. Ici, voilà. Au lieu d'avoir un pourcentage d'agrandissement, vous en aurez deux, je veux dire. Si vous avez écrasé l'image dans un sens ou l'autre, ce qu'il faut éviter absolument, évidemment.
Ok, alors ce qui m'intéresse, c'est la tête de ce GNU. Donc, j'agrandis. Et bien sûr, il va falloir que maintenant, sans enfoncer les touches, je repositionne l'image. Et voilà, superbe GNU des forêts ardennaises. Et résolution 286. Alors on pourrait se dire, ah, c'est pas assez, j'ai trop agrandi. Ben non, tant que vous êtes à peu près à 200, 250, 300, c'est bon, hein. Si vous envoyez chez l'imprimeur pour une impression en technique offset une image à 200 pixels par pouce, il n'y a pas de problème, ça va, ce sera peut-être un tout petit peu flou, mais ce sera très bien, il n'y a pas de problème. Donc tu me parles d'un problème là, je vais tenter de le recréer ici. Je double-clique sur cette image-là. J'agrandis avec Alt majuscule, donc ce qui permet d'agrandir par le centre. Mais avant de lâcher le bouton de la souris, je fais l'erreur de lâcher les touches au clavier. Et donc il est possible que l'image se soit écrasée. Et donc du coup, on a une double résolution ici, ça dépend dans quel sens, largeur ou hauteur. On a également un double agrandissement ici en pourcentage, voilà. Donc problème. Ça c'est quand on lâche, et là je vais faire annuler. CTRL Z plusieurs fois, Commande Z sur le Mac. C'est quand on lâche les touches au clavier, Alt et majuscule, avant d'avoir lâché le bouton de la souris. Donc je recommence avec la poignée là et Alt majuscule. J'agrandis, je dois lâcher le bouton de la souris, puis les touches. Oui, je ne vous avais pas dit en fait. Ben oui, c'est des touches de contrainte, elles doivent rester enfoncées jusqu'à ce que tout soit fini. Si vous les lâchez avant le bouton de la souris, c'est comme si vous ne les aviez pas enfoncées. Surtout la touche majuscule. La touche Alt, elle sert à faire en sorte que l'agrandissement se fasse par le centre. La touche majuscule, c'est pour que les proportions soient gardées. Donc voilà. Alors l'art du recadrage, ben oui, on peut rendre des photos intéressantes grâce à un recadrage particulier, il faut le sentir. Vraiment, vous avez intérêt à recadrer les choses. Donc quand vous photographiez vous-même vos photos, faites-les à pleine résolution, à pleine définition, on devrait plutôt dire dans ce cas-là, pleine définition. Et oui, parce que dans les appareils photo, ils utilisent parfois le mot résolution. Tout comme quand on parle d'écran, quand on veut parler de la définition d'un écran, le terme résolution est parfois utilisé. Mais donc voilà, il faut faire vos photos vraiment avec un maximum de pixels et puis comme ça vous pouvez faire du recadrage. Alors, tout ce qui déborde là des images, ce sera donc toute la partie qui déborde de l'image. J'ai une image immense là de mon zèbre ardennais là. Ben, toute cette partie-là, dans le PDF, quand on exporte et qu'on donne à l'imprimeur, on peut dire qu'elle disparaît, ces parties qui ne sont pas affichées. Qui ne sont pas affichées, oui, qui ne sont pas visibles dans le document. Comme ça n'alourdit pas inutilement le PDF. Est-ce que ça alourdit le document InDesign? Pas du tout, puisque les images ne sont pas vraiment dans le document InDesign. Si je vais voir les tailles, vous allez comprendre qu'il s'agit vraiment d'un système de liens et que donc les images, on les voit dans le document InDesign bien sûr, mais elles ne sont pas vraiment intégrées. Si vos liens disparaissent, là, les images, si elles disparaissaient, le document InDesign serait inutilisable. Il a besoin des liens. Donc, on a un document ici qui fait 5,8 mégas. Ça, c'est la taille de mon document InDesign que je suis en train de travailler. Et pourtant, il contient plusieurs images, dont certaines font elles-mêmes 5,7, 4,2, etc. Donc voilà, mais en fait, il ne contient pas vraiment les images. C'est lié. C'est le principe du lien. C'est ce qui va vous permettre de faire des magazines avec des dizaines et des centaines d'images sans avoir besoin d'un ordinateur super puissant. Avec un bête ordinateur, vous y arriverez parce que les images ne sont pas vraiment dans InDesign. À ce propos, si ça devient lent à un certain moment, vous avez même la possibilité de demander de voir les images en basse définition. Ça va libérer de la ressource informatique et ça va vous permettre de faire des documents longs malgré que vous avez un ordinateur un peu faiblard. Dans le menu Affichage, View, Performance d'affichage, si on passe en affichage standard, Typical Display, on voit moins de pixels, ça permet quand même de faire la mise en page, mais ça va libérer de la ressource informatique. Bon là, vu qu'on est avec un document avec peu d'images, je peux me permettre de demander un affichage haute qualité, qui sera un peu comme dans Photoshop donc.
On voit tous les pixels comme quand on ouvre les images dans Photoshop. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer le document. C'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment enregistré. Il ne faudrait pas perdre ça. Donc, on l'enregistre dans le dossier à côté des autres. Dans un premier temps, ce sera bien. Dans le dossier que vous avez téléchargé. À un certain moment, on refera un dossier d'assemblage quand notre document sera plus avancé et qu'on devra le transférer ailleurs, parce que ça sert à ça, les dossiers d'assemblage, qui contiennent les fontes, les images dans un dossier links, dans un dossier lien. Tout ça, ça sert quand on veut transférer un document InDesign d'un ordinateur à l'autre. Ok, alors je vais travailler sur la page 7 maintenant. La page 7, je vais mettre une image qui va utiliser l'espace de 2 colonnes. Et elle va même déborder en dehors des limites de la page. Donc, je peux carrément sur la page 7 aller sélectionner en les englobant partiellement, comme ça, un clic et glisser avec la flèche noire, j'englobe partiellement tous les rectangles roses des 2 colonnes de droite, là. Touche suppression. Attendez un peu, non, j'annule parce que ça va vous poser problème, on va quand même en garder un. Donc, je supprime presque tous les rectangles. Voilà, sauf celui-là que je vais agrandir. Ça pourrait être un autre, hein. Peu importe lequel vous agrandissez. En tout cas, voilà, il occupe tout l'espace comme ça. Et je vais aller lui mettre une image. Alors, sur certains ordinateurs, vous avez la possibilité de faire comme ceci pour amener les images. Je mets le document sur... je vais réduire la taille du document. Alors là, je vais d'abord enfoncer majuscule tabulation pour faire disparaître les palettes de droite. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, je vous montre, hein. Puis je vais prendre le bas de la fenêtre et redimensionner pour que ça occupe la moitié de l'écran. Puis j'ai mon explorateur de fichiers avec le dossier qui contient mes images, le dossier Links, que j'affiche en icône. Que vous soyez sur PC ou Mac, ça fonctionne. Et là, vous allez pouvoir faire du glisser-déposer. Ça ne fonctionne pas toujours avec tous les ordinateurs, mais voilà. Je vais prendre par exemple celui-là. Le glisser sur le bloc là, et ça fonctionne, vous voyez. Donc c'est une autre manière d'amener les images dans le document en utilisant l'explorateur de fichiers. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, amenez une image dans votre document là sur le bloc qui occupe 2 colonnes sur la page 7. Alors, ça peut arriver, c'est arrivé ici, quand on utilise les raccourcis clavier, comme on a utilisé Alt majuscule dans les logiciels Adobe sur un PC Windows, on a le Windows qui passe en clavier américain. Vous avez un clavier français AZERTY et il doit être indiqué en bas à droite sur votre écran FR. Vous êtes en clavier français, mais le fait d'avoir utilisé des raccourcis clavier dans Adobe vous la fait passer en version anglaise. Et c'est assez ennuyeux. Alors c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo qui vous explique comment vous pouvez désactiver une fois pour toutes ce raccourci clavier de Windows qui fait passer, quand vous enfoncez certaines touches, qui fait passer le clavier en anglais. Donc pour ceux chez qui ça arriverait, il suffit de taper ceci dans YouTube, dans Bermond, c'est mon nom, désactiver clavier Adobe, et vous allez tomber sur cette petite vidéo de 24 secondes qui vous montre le raccourci, pour ceux qui ne connaissent pas, vers les paramètres Windows pour arriver à désactiver le raccourci qui fait passer les claviers de français à anglais. C'est typique, ça arrive tellement souvent que j'ai fait une vidéo pour ça, voilà.